Caen, en Normandie. 2025 est l'année du millénaire de la ville. Le 9 mai dernier, c'est au tour de la parade opératique de marquer cet anniversaire. Des chars monumentaux et féeriques donnent le départ d'un événement unique. En 5 km de parcours et 5 heures de temps, 150 000 personnes assistent à un récit onirique. Du jour à la nuit, la ville se transforme. Les spectres de la ville, le bal du roi, les enfants sauvages, jusqu'au final de drones et de pyrotechnie. Au total, une douzaine de séquences disséminées au fil des places et des rues. On y évoque les identités, les mutations et les défis à venir. Une œuvre à ciel ouvert préparée dans le plus grand secret depuis de longs mois par la compagnie caennaise Le Ballon Vert. Mais pas que. La parade est opératique parce que collective et monumentale. 5000 Normands, dont plus d'1 millier d'enfants, ont préparé l'événement. 120 partenaires locaux issus du secteur associatif, de la formation, de la culture, du monde de l'entreprise et des services publics. Tous réunis par leurs compétences et leur savoir-faire. Ce projet un peu fou est celui d'une œuvre joyeuse, commune, éphémère. C'est aussi un hommage rendu à la ville de Caen, à ses habitants, à son patrimoine et à son histoire. C'est cela que l'on va vous raconter. Ces images vont vous faire vivre ou revivre la magie d'une fête sans nul autre pareil. La femme que l'on voit à l'écran, c'est moi. Je m'appelle Amélie Clément. Je suis la directrice artistique de la compagnie du Ballon Vert. On est à quelques minutes du lancement de la parade opératique. Ce soir, ce sont 2 années de travail qui se concrétisent. À mes côtés, il y a plus de 1300 personnes. Certaines sont là depuis les premières heures, d'autres sont arrivées il y a quelques jours à peine. Chacun est à son poste, chacun est prêt et chacun sait que cela n'aura lieu qu'une fois. La parade opératique est née d'une envie, l'envie de faire chœur, l'envie de rassembler des énergies, des individualités, des identités différentes. À ce moment précis, je me sens fébrile. Mais je sais que je ne suis pas seule. Ça y est, c'est parti. On va faire retentir les premiers sons sur toutes les stations. C'est le moment qu'on appelle prélude, avant les 3 coups du théâtre. Pour mieux vous raconter tout ça, remontons un peu le temps. Quittons ce boulevard et revenons au cœur de l'hiver, à Colombelles, sur les hauteurs de Caen-la-Mer, dans les vestiges d'une ancienne usine de métallurgie. C'est là, dans cette grande halle, face à ce géant de béton qu'est ce réfrigérant, que sont nés les ateliers de conception et de création de la parade opératique. Voici quelques visages des complices de la compagnie. Dans ce vaste atelier, chaque jour a amené son lot de défis. Du dessin à la réalisation, il y a une chaîne humaine faite de nombreux métiers. Ici, rien n'est utilisé comme prévu. Ce frigo, par exemple, termine sa première vie et s'apprête à en vivre une nouvelle.
cette remorque de poids lourd deviendra une scène. Et ce qui vaut pour l'atelier de construction vaut pour l'atelier couture. Ici se sont créés plus de 600 costumes, autant de pièces uniques. Dans ces ateliers, tout est à la mesure de la démesure. Ce char, nous l'avons appelé Mnémosyne. C'est le nom de la déesse de la mémoire dans la mythologie grecque. Il est la toute première image de la parade opératique. Il est le premier à fendre la ville. Cette scène est faite d'enchevêtrements d'escaliers. Il n'y a ni début ni fin. On s'y perd à mesure que les corps des circassiens sortent par des portes dérobées. Ils y vivent en équilibre. Ils y côtoient les vides et les pleins. Rien n'y est figé. Rien n'y est immuable. Comme dans les méandres de notre mémoire collective. C'est un jeu avec le paysage autour. C'est un jeu avec la gravité du monde. Au sol, les danseurs forment une brigade poétique que l'on nomme les porteurs de mémoire. Leurs tenues sont faites de plis. Les plis des pages d'un livre. Les plis des plumes des hérons qui peuplent la ville. Nos petits plis de peau. Ensemble, ils écrivent les premiers mots du spectacle. Ces personnages, au croisement entre le terrestre et l'aquatique, émergent des profondeurs marécageuses d'une prairie. Ils ondoient, comme la surface d'un étang. Ils plantent sur leur passage de nouvelles hypothèses. Ce sont les jardiniers des possibles. Dans les hauteurs, une nymphe veille. Elle est vêtue d'une robe faite d'1 millier de pièces de crochet, toutes confectionnées par des seigneurs de la ville. Ce jardin d'abondance est une mécanique organique, fait de rouages patinés par le temps, dont seuls les machinaux ont le secret. C'est une locomotive fantasmée. On y distingue quelques méduses qui laissent leurs filaments blancs flotter dans le vent, et plus d'une centaine de plantes disséminées çà et là. Depuis de longs mois, elles poussent sous l'œil et la bienveillance des équipes des espaces verts de Caen-la-Mer. C'est notre jardin des métamorphoses. Jouer avec le patrimoine, c'est aussi prendre le temps de raconter notre rapport au vivant, de nous en amuser ou de le valoriser. « 20h. C'est la première escale de la parade opératique. Guillaume le Conquérant s'est échappé de son tombeau, situé dans l'abbatiale Saint-Étienne. Silhouette immense et figure historique imposante. Mathilde Flandre, elle, est une femme plurielle. C'est l'épouse aux 1000 fonctions. Amante, diplomate, mère, régente. Dans les jardins, les collégiens et leurs enseignants
prennent part au tableau. Inspiration monacale, jeu de lignes et mouvement guerrier. C'est l'architecture et les jardins à la française de cette abbaye qui m'ont inspiré ce jeu d'échecs. Le roi, la reine et leurs pions évoquent ainsi les jeux de pouvoir de la société médiévale. Retour à la grande halle. Dans un ballet discret, les mains s'activent. On trie, on coupe, on assemble. Ces robes sont en lin, un lin venu tout droit des champs normands. On remet à l'honneur des gestes anciens. Et ici, c'est aussi l'art de la récup. On collecte, galons, tissus oubliés, rubans fanés. Dans les ateliers, les couturières avancent, entre évidence et instant de doute. Je m'interroge sur quel fil on va tirer d'étrangeté pour décaler le baroque, pour pas être dans un baroque classique, en fait, pour pas plaquer. La fête. La fête, oui, la fête, c'est large. Ouais. Et si on est dans l'excès de tout, l'excès de matière, l'excès de couleur, dans l'excès de tout. Bah, faut qu'on y réfléchisse. Ouais. Si on a... L'excès de matière, c'est vrai que dans celui-là, ça peut être intéressant. À l'étage en dessous, d'autres minces affaires. Les élèves du lycée professionnel Victor Lépine sont, elles aussi, en pleine recherche. Transmettre nos métiers, c'est l'un des engagements forts de ce projet. Aujourd'hui, elles planchent sur un accessoire. Elles doivent imaginer un bâton lumineux, léger, que les danseurs pourront manipuler sans entrave. Elles sont minutieuses. Elles doivent trouver le juste équilibre entre contraintes de récit et matière. Je suis en train de réaliser une tête de personnes qui vont dans l'eau. Et c'est mon côté humain. Mais en même temps, ça fait un peu côté océan. Parce que du coup, il va dans l'eau. Et ça fait un peu effet pieuvre. Et la terre, je le représente avec des bouts de bois. Des semaines plus tard, dans le parc des expositions de la ville, ce sont les dernières répétitions. Pour les participants et artistes, comme pour moi, c'est la première fois. La première fois que les scénographies, les danseurs, les comédiens et techniciens se retrouvent. C'est plus de 1100 personnes qui répètent ensemble. On a peu de temps. Alors le soir, vers 18h, pour les personnes investies dans ce spectacle, c'est une deuxième vie qui commence. Je vous présente Joséphine, l'une de nos deux géantes. Cette opulente dame semble s'être échappée d'un tableau du XVIIe siècle. Avec elle, ont voyagé les représentants de son époque, de la noblesse au tiers-état. Vous l'avez compris, la parade opératique est un récit qui se tisse entre patrimoine, contemporanéité et désir de fête. Nos deux géantes paradent. Perruques, pas de danse, visage grimé, mouche piquée, tout y est. Louise et Joséphine imposent par leur taille, leur couleur vive et leur excentricité. Dans la cour d'un roi, une fête se prépare. Les chorégraphies et scènes qui se jouent autour de nos deux protagonistes usent et s'amusent des attitudes outrancières de la monarchie absolue. Nous sommes place Saint-Sauveur, au cœur de la vieille ville.
son architecture est un écrin pour moi, une salle de bal idéale. Et qui dit bal, dit musique. Les célèbres morceaux de cette époque sont interprétés par les 39 musiciens baroques de l'ensemble Correspondance. Orné de collerettes blanches, perruques de papier et visage apprêté, on retrouve ces participants d'un soir qui singent l'indécence des enjeux du paraître. Dans ce bal, ce qui fait harmonie, c'est la rencontre de nos diversités. Avec exigence et humour, chacun finit par trouver sa place pour célébrer la fin du jour. « 21h. Ces tambours amènent avec fracas le récit d'une instabilité politique traversée par les révolutions du XIXe siècle. Nos brigades se mettent au pas. Elles suivent alors le cycle implacable des soulèvements et des asservissements. Oubliant sa singularité, chacun marche jusqu'à l'absurde dans le pas de l'autre, sans réfléchir. C'est un engrenage infernal, finalement tourné en dérision. Le siècle des révolutions appelle à un besoin d'imaginaire, de rêverie. C'est donc dans un élan clownesque que des gestes grotesques surviennent, ramenant le rire et l'espoir dans ce chaos des effondrements. Ici, on fait un bond dans le temps et on se retrouve 100 ans plus tard. Deux époques, mais une même nécessité, celle de se sentir vivant. Ce char, nous l'avons appelé la mécanique du bonheur. C'est une suite de pièces qui forment ensemble un appartement moderne du milieu du XXe siècle. Chaque meuble, chaque objet, chaque personnage semble y avoir une place dédiée. Progressivement, ce décor de magazine se retrouve bouleversé. L'intérieur propré mute en maison du rire aux airs de fête foraine. Ici, la perfection des idéaux étalés sur du papier glacé se grippe. La vie domestique y frise le ridicule. C'est un clin d'œil au cinéma de Jacques Tati et de Jacques Demy. « 22h. Le site de l'université de Caen est un symbole de la reconstruction de la ville après la Seconde Guerre mondiale. À la nuit tombée, il devient le théâtre d'un hommage rendu à la capacité de résilience des Normandes et des Normands.
Après l'effondrement, dans les décombres de ce qui fut, la vie palpite, encore et toujours. Ces figures espiègles qui émergent du noir sont comme un phare. Ces enfants de l'après-guerre sont inspirés de Peter Pan et des enfants sauvages. Livrés à eux-mêmes, ils ont soif de liberté. Ils agissent sur le monde qui les entoure. La vie est alors à portée d'arc et de flèches. Intrépides, ils envahissent l'espace. Ils nous bousculent. Suivez-moi. Dans cet atelier éphémère, tout le monde s'affaire. L'ouvrage est prétexte à la rencontre. Alors je vous le refais, mais c'est pour être sûr que vous ayez bien compris et que Pauline est bien enregistrée. Pour serrer le fil autour des bouts de bois, et puis là où ils se croisent, on fait une petite torsade. Et après, avec la pince plate, on vient mordre la torsade, on tourne jusqu'à ce que ça soit serré. Et voilà. Benoît et son équipe sont de la compagnie L'Homme Debout. Ils accompagnent la création d'une marionnette géante. Peu à peu émerge un visage, un bras, des jambes. Pomme, un enfant de 7 mètres de haut, sera fait de force et de fragilité. Il sera l'un des personnages principaux de l'université. Voilà, ça c'est du boulot. Pas que tu hésites à mettre ton index, tu vois, sous le... Parce qu'en fait, du coup, ça le bloque, ça coince. Parce qu'en fait, la torsade, elle s'enfile. En fait, elle roule sur elle-même. Et l'idée, c'est vraiment de venir pincer. C'est ça que j'arrive pas à faire depuis tout à l'heure. Et d'arriver à tirer vers le haut. Ici, on prend le temps. On échange. Seul, en famille, que l'on soit amis, voisins, inconnus, qu'importe. 1200 personnes se sont relayées tout au long de ces 6 semaines de création. C'est tellement... Ça m'emmène dans un rêve, dans la créativité, l'imagination. Enfin, c'est tout un mélange de ça. Et je trouve ça beau parce que chacun... Par exemple, cette tête, elle est faite de plein de mains différentes. C'est complètement dingue, ce truc. C'est vraiment super. Ouais, vraiment, vraiment. Pomme, c'est cet enfant émergé du chaos. Il est le trait d'union entre 2 époques. Il tresse des liens. Avec quelques brins d'osier, il arrive à nous rassembler. En coulisses et sur scène, 600 personnes s'activent. Silhouettes de carton et lampes de poche. Du phénix au kraken, c'est un bestiaire imaginaire de théâtre d'ombre
qui s'empare de cette façade. Pomme réveille sur son passage tout un monde. Une cabane d'un soir. Une cabane à histoire. Dans ce moment de poésie, tout est de nouveau possible. Rien n'est immuable et tout se transforme. Au cœur de la foule, la marionnette et les enfants communiquent leur allégresse. La danse devient alors un langage commun.
Cette nuit-là, en voyant Pomme repartir, je me suis dit que nous ne devrions pas avoir peur de marcher dans ses pas. « 22h30. Retour dans les années 50. Les bals et les fêtes populaires embrasent les hommes et les femmes. La danse et la musique électrisent les corps et mêlent les énergies. La parade devient une pluie de confettis qui colore la ville et participe au réenchantement du monde. Non loin du château, la ville sourit. Les époques se mélangent et ce déferlement joyeux emporte tout sur son passage. La règle du jeu est simple. C'est une ode à la légèreté, à la fête, à ce qui nous rassemble et au plaisir partagé d'être ensemble. « 23h. Ce château, c'est un peu notre maison commune, à nous, Normandes et Normands. Ses remparts en font un théâtre d'histoire et de légendes. Cette installation, nous l'avons intitulée Passe-Muraille. À ce moment de l'histoire, nous oscillons entre les croyances fantastiques du haut Moyen-Âge et nos peurs enfantines de l'obscurité. Imaginons des silhouettes cachées dans les fissures de cette forteresse. Des êtres intemporels, alorés de plusieurs cultures, un peu chamans, druides ou sorciers. Imaginons que cette nuit, ces créatures traversent les époques de notre histoire. Qu'elles nous aident à faire face et à poursuivre notre route. Ce rideau de lumière symbolise une frontière entre passé et futur.
roulement de tambour. À partir de ce moment, la parade opératique se tourne vers l'avenir. Minuit approche. Place Courtonne. Une volute de métal s'élève vers le ciel. 4 funambules se lancent tour à tour sur cette courbe dont on a le sentiment qu'elle pourrait se déployer à l'infini. Comment tu crois que c'est, toi, sur la Lune? Je sais pas. J'étais jamais allé. Quand on est dans le ciel peut arriver où on veut. Parce que le ciel, c'est de l'air. Alors il peut monter plus haut que 100 000, plus haut que 100 000 arbres. Plus haut qu'il peut exister. Ouais, c'est vrai. La Lune, un jour, quand je suis parti à la montagne, j'ai vu la Lune qui pleurait et qui rirait. Et quand je l'ai vu pleurer, j'ai dit que ça n'existait pas. Et comme ça existait, j'ai ri. j'ai ri. Quand elle pleurait, tu as ri? Ouais, parce que ça me faisait rire. Je savais pas que ça existait. C'était la première fois que je voyais ça. Ces voix d'enfants sont issues d'entretiens radiophoniques conduits par Marguerite Duras dans les années 60. L'autrice les avait interrogés sur l'amour, sur la peur, sur l'énergie atomique, sur ce qu'ils pensaient que serait la vie dans 1000 ans. Et toi, comment elle est la Lune, tu crois? Ronde. Et puis même des petits trous dessus. Et puis même des gros. Cette installation métallique restitue le défi philosophique. Peut-être qu'avec notre enfance retrouvée, la pesanteur laissera la place à la légèreté. Peut-être la Lune, un jour, elle aurait des arbres, de l'eau, de tout. Puis un jour, quand on ira sur la Lune, on prendra la fusée, on démarrera de la Terre, elle ira vite, et puis après, quand le monsieur qui veut plus conduire, il part, il laissera la place à l'autre, à celui qui sait conduire la fusée. Et s'il sait pas la conduire, alors qu'il est au volant, et il se fait enlever, il se fait enlever du volant, parce que ceux qui n'ont pas le permis de conduire, ils doivent pas conduire. Ah bon? Mais qui c'est qui conduit la fusée alors? Je sais pas.
Pendant ce temps, le cortège s'est dispersé dans la nuit. Place à la magie, aux étoiles, aux lumières qui scintillent. Des centaines de drones et de fusées s'élancent pour le final pyrotechnique entre fantaisie et poésie. Dans quelques instants, on basculera vers un autre lendemain. Le ciel est une immense page noire sur laquelle tout reste à écrire. Ce 9 mai, nous étions 150 000 et plus encore. Nous étions 1500 artistes, techniciens, artisans. Nous avons relié ensemble des fragments d'époques passées, présentes et à venir. Un fil du temps. Un fil d'Ariane, fragile et éphémère, propice au tissage de nos diversités. C'est le sens de tout cela. Un esprit de communion, l'idée d'une destinée partagée, l'idée de ce que nous pouvons accomplir ensemble.
Merci. Merci d'avoir cru possible ce rêve un peu fou, celui de croire que le temps d'une nuit, la ville deviendrait poésie et que la tendresse, à son tour, pourrait l'envahir.